Quand on lit une romancière suédoise, je ne sais pas le rôle de sa blondeur dans sa créativité. Donc je voudrais aussi que quand on lit une fille du Sahel, eh ben, qu'on ne me demande pas de justifier ma mélanine pour penser. C'est pas du tout lié. Ça se passe là-dedans. Fatou Diom, nian, que fais-tu pour l'Afrique? Ils me prennent pour Bill Gates ou quoi? Oui. Et l'Afrique, qu'a-t-elle fait pour moi? Oui. Vous vous demandez ça? C'est aussi une autre prise en otage. Vous savez, d'abord, vous avez parlé de l'assignation à produire une certaine littérature exotique. Ça, c'est la demande européenne parfois. Donc, et pas de tous les Européens, mais de certains les bâtisseurs de cloisons, d'accord? Mais vous avez aussi nos frères d'Afrique aussi, qui, parce qu'on écrit, pensent qu'on a un devoir particulier. Non, je n'ai que mon devoir de citoyenne. Et cette citoyenne est une artiste. Donc l'artiste est libre. Vous ne portez pas l'Afrique sur votre dos? Non, je fais ce que je peux. Je participe. Donc je participe. Ça ne me donne pas plus de responsabilité que n'importe qui d'autre. C'est aussi de la mégalomanie quand on pense qu'on porte l'Afrique sur le dos, qu'on va changer tout seul. C'est même un manque de respect pour ses autres frères, ses collègues, ses parents, ses voisins, et tous ces gens-là participent. Et moi, je participe modestement à mon niveau. Je n'ai pas demandé la permission à quelqu'un pour commencer. Donc, il ne faut pas que les gens s'autorisent à m'imposer ce que je suis censé écrire. J'écris ce que je peux et surtout ce que j'aime, ce que je veux, ce qui me touche. Véritable combattante de la liberté, Fatou Diom. C'est un peu comme ça qu'on peut vous présenter, évidemment. Vous êtes membre de l'Académie royale de Belgique, écrivain, auteur de livres à succès, Le ventre de l'Atlantique, traduit dans une vingtaine de langues, et puis des pamphlets comme Marianne porte plainte ou Marianne face aux faussaires, pour lequel vous avez reçu à chaque fois les émissions. Beaucoup d'impact avec vous, Fatou. Vous diriez aujourd'hui que Marianne, en Afrique, est en difficulté aujourd'hui? On ne veut plus de Marianne en Afrique aujourd'hui? Ah, peut-être la politique de Marianne, on voudrait l'améliorer. Donc, ce ne sont pas tous les Africains qui râlent après Marianne. Le dialogue, n'est-ce pas, de Léopold Sédar Senghor me semble s'imposer. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, ça n'est pas définitif. Il y a quelque chose qui fait qu'au fond, les Africains aiment la France, les valeurs de la France. Vous savez, ce sont plusieurs siècles de partage, de rencontres, de culture. Donc, nous savons ce que nous avons en commun avec la France, avec l'Europe. La question, c'est est-ce que la France aussi se rend compte de ce qu'elle partage avec nous? C'est fondamentalement la liberté de l'écrivain qui m'intéresse. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui nous assignent des œillères, des appartenances, qui nous enferment dans des cages. Et pourquoi l'artiste africain n'aurait-il pas le droit de parler de tout autre endroit de cette planète? Donc, je vous donne un exemple. Quand Hubert Sauper, Le cauchemar de Darwin, quand il a fait son film pour interroger la situation de ce peuple à côté du lac Victoria, qui se contentait des restes des carcasses de la perche du Nil, on a salué son regard humaniste, sa révolte justifiée. Et donc, c'est un artiste occidental. On applaudit sa créativité et son ouverture d'esprit. Mais pourquoi l'artiste africain, lui, serait-il assigné à résidence et enfermé dans des thématiques? Donc, moi, mes thématiques, c'est tout ce qui touche mon cœur. C'est ça, vous dites au fond, l'assignation identitaire, c'est une lubie de cancre. Oui. Vous dites, c'est tenace, ça dissèque, ça dissocie, compartimentie, étouffe. Oui, c'est toujours le nous, le vous, eux, nous. Ce sont toujours des gens qui ont envie de diviser l'humanité, qui vous assignent une appartenance, qui vous cloisonnent. Donc les bâtisseurs de cloisons. Mais à chaque fois quand vous croisez des humanistes, vous savez, ils se soucient de l'ensemble du genre humain. Donc où qu'ils se trouvent, les questions sociales vont les toucher, la situation politique. En fait, le bien-être de l'humain en général, ce sera ça, leur thématique. Donc pourquoi ce serait interdit aux Africains? Donc nous avons aussi notre mot à dire par rapport à ce millénaire qui ne se fera pas sans nous. Oui, vous dites, la littérature africaine sera adulte quand on ne se contentera plus de chercher dans nos livres l'illustration de fantasmes éculés. Oui. Et là, c'est très précis, au fond. Oui, vous parlez aussi d'expérience, de ce que vous avez vécu. Oui, parce que quand je fais une métaphore, on me dit c'est un proverbe africain. Non, Pascal n'est pas né à Ouagadougou, il a écrit des maximes, les pensées de Pascal. Donc alors, quand un écrivain français trouve une belle métaphore, on ne lui demande pas s'il est en train de réactualiser Fénelon ou La Fontaine. On lui accorde le bénéfice du doute quant à son talent. Pourquoi moi, ce serait que des proverbes? Mes grands-parents m'ont appris la liberté.
Ils ne m'ont pas appris à vivre comme un perroquet. Un autre éditeur étranger pour les traductions m'a dit un jour, mais il faudrait nous faire des petits livres sympas qui donnent envie de voyager en Afrique. Donc voilà, moi, je ne suis pas Nouvelle Frontière ou le guide du routard. Donc les gens voyagent. L'exotisme, en fait, devient de plus en plus caduc. Oui. Pourquoi voulez-vous que les gens vous racontent le désert du Namib si vous l'avez visité cet été? Les gens voyagent. Pourquoi voulez-vous que je vous raconte la mangrove du Sine Saloum? Je raconte ça uniquement quand mon histoire légitime cette partie de narration. Cette narration-là, il faut qu'elle soit justifiée par mon texte, pas par l'attente de quelqu'un qui me fait l'obligation de parler de mes racines. Mes racines, ça me regarde. Donc j'en parle quand je veux, on n'a pas à me l'imposer.